Bien. Bonjour. Dans un premier temps, vous avez un chat à votre droite. Je voulais juste savoir si vous nous entendiez bien. Ok, parfait. Alors, je vous propose qu'on attende peut-être 1 ou 2 minutes, parce que souvent, effectivement, certains participants, voilà, surtout à cette heure-là, peuvent être légèrement en retard. Donc voilà, on va commencer vers 13h02, 13h03. Merci en tout cas de votre retour. Donc, ça fait plaisir. Finalement, tout le monde n'est pas en vacances. Euh, on a quand même un certain nombre de personnes qui, effectivement, sont intéressées par ce sujet. Donc, je rappelle effectivement la thématique sur laquelle on a prévu d'échanger avec vous, d'ailleurs, parce que ce que je trouve intéressant, c'est que ce soit aussi interactif. C'est effectivement comment optimiser son impact lors des soutenances orales. Voilà, donc c'est le sujet effectivement qui a été planifié aujourd'hui. Donc, je vous propose qu'on commence. D'abord, dans un premier temps, si vous en êtes d'accord, ce serait bien de faire connaissance. Donc, si vous en êtes d'accord, nous dire effectivement dans quelle activité vous êtes, quel serait éventuellement votre obstacle principal sur les soutenances orales et si vous avez une échéance par rapport à ça, est-ce qu'elle est à court terme ou à moyen terme? Voilà, donc je vous laisse tranquillement nous informer, qu'effectivement on puisse s'adapter euh, au public qui est là. Donc n'hésitez pas, hein, effectivement, à nous informer sur le chat, comme ça on vous connaît mieux. Et après, on va se présenter, bien sûr, et on embrayera directement sur le contenu de ce webinaire. OK, Juliette, merci. Donc pour les autres, n'hésitez pas effectivement à nous expliquer dans quel métier vous êtes, parce que ça nous aide aussi peut-être à personnaliser ce qu'on va dire. Voilà. Donc je vois qu'il y a Pierre, Alexandre, j'arrive pas à lire beaucoup plus haut. B2B, OK. Bertin, ah, j'imagine que c'est le nom de famille. OK, merci Anne-Catherine, merci Pierre. Bien, le temps que d'autres personnes puissent nous renseigner, je vous propose que nous, on se présente aussi. Donc, nous sommes trois. Donc, moi, je m'appelle Franck Bonhomme, je suis associé au cabinet LI Partners. Je vais vous présenter quelles sont nos activités. J'ai ma collaboratrice Govartini qui a un rôle extrêmement important parce que c'est elle qui va maîtriser le chat et nous remonter effectivement vos remarques, vos questions. Et puis, on a la chance d'accueillir François Bruno, qui est directeur commercial du groupe Arcade et qui va se présenter aussi par lui-même. Donc, Govartini, tu peux passer au suivant. Alors, pour présenter rapidement Ellie Partners, qui sommes-nous? En fait, donc, Ellie Partners, c'est une société de conseil qui œuvre sur 3 principaux segments. Le premier, c'est tout ce qui va être conseil métier et projet de transformation. Voilà, quand un client a une problématique liée à un projet de transformation ou de conduite du changement, on peut l'accompagner sur ce sujet-là.
On a une deuxième activité qui concerne la formation professionnelle, puisqu'on est un organisme de formation certifié Calliope, et on travaille principalement sur les activités métiers et comportementales, par exemple techniques de vente pour commerciaux, management pour managers, coaching pour dirigeants. Et enfin, une troisième activité, c'est le recrutement par approche directe. Voilà, donc c'est globalement les trois activités de Ali Partners. Concernant le sujet dont on va parler, nous sommes impactés à deux niveaux. Le premier niveau, c'est nous-mêmes, en tant que commerciaux, nous faisons des soutenances orales pour effectivement vendre nos prestations. Et l'autre activité, c'est effectivement nos clients peuvent nous solliciter, notamment sur la partie formation, pour les aider à muscler, on va dire, leurs commerciaux lors des soutenances orales. Je vais laisser la parole à François qui va présenter sa société aussi et son activité. Donc, François Bruno, je suis le directeur commercial du groupe Arcade. Arcade est une société de nettoyage industriel qui est spécialisée dans le nettoyage. On a d'autres activités, mais principalement, moi, je m'occupe de la partie nettoyage tertiaire, industrielle et hôtelière. Arcade est une vieille entreprise, effectivement, qui est une création en 1935. On a un process commercial qui est effectivement assez dense, puisqu'on intervient sur un marché extrêmement atomique avec beaucoup de demandes. Beaucoup d'offres, beaucoup d'appels d'offres sur une sphère privée et publique. Et donc, on est amené régulièrement à aller défendre des dossiers, des projets qu'on propose à nos clients. Et effectivement, ce qui est intéressant dans notre business, c'est que on est confronté à énormément de secteurs d'activité. Tout le monde a besoin de nettoyage et donc on est amené à embrasser les us et coutumes des uns et des autres. Et donc dans notre cas, on a beaucoup de choses différentes. Alors, je vois que Anne a un problème audio. Pour les autres participants, vous me confirmez que vous nous entendez bien? Ok. Anne, c'est de votre faute. Govi, est-ce que tu peux taper un message à Anne en me disant, a priori, les autres participants entendent, ça doit venir de… Ça sent le redémarrage. Je me dis qu'elle ne voit pas non plus. Tiens, d'ailleurs, ça, c'est un truc qu'on n'abordera pas, enfin, qu'on n'a pas abordé. C'est en fait, on fait de plus en plus de soutenance en mode Teams. Ouais. Et le défaut technique d'un des participants, quand c'est pas le participant principal, ça fait partie du jeu, ça peut se révéler être une galère sans nom. Donc c'est bien d'avoir pas seulement un animateur, mais d'en avoir au moins un deuxième qui soit capable de prendre le relais, au moins le lead sur le truc, au cas où disparaîtrait. Alors, t'embrayes sur ce que je vais dire. Alors, au cas où disparaîtrait. Vous allez constater que François parle beaucoup. C'est normal, il est directeur commercial. Pour commencer, on parle de soutenance orale. Je vous propose de faire un petit retour en arrière parce que finalement, une soutenance orale nécessite une condition, c'est qu'on soit sélectionné à la soutenance. Et donc, souvent, c'est quand même la qualité de réponse à l'appel d'offres qui prime, mine de rien. Et souvent, pour ceux qui sont concernés, quand l'appel d'offres est un petit peu conséquent et que c'est multi-équipe, le process de réponse à l'appel d'offres est déterminant. Donc, je vous montre un exemple de quelque chose qu'on a fait pour un client. Alors, je ne parle pas des solopreneurs, je parle des gens. Quand vous répondez sur une équipe, parce que parfois c'est le cas, c'est important que vous ayez un process qui est quand même extrêmement structuré. Ce qui vous évite de répondre au dernier moment, de faire une offre qui est effectivement moins qualitative que ce que vous pourriez faire. Et l'idée, c'est de coordonner l'ensemble des parties. Et donc, voilà, quelque part, ce dispositif qu'on a fait pour un client, ça lui permettait effectivement de structurer. Donc,
globalement, quand vous avez un appel d'offres, la recommandation que je pourrais vous faire, c'est il y a quelqu'un qui est en charge de l'appel d'offres. Ça peut être le commercial, ça peut être quelqu'un d'autre, peu importe. Il y a un chef de projet appel d'offres et lui est censé coordonner l'ensemble du système par rapport au timing qui est demandé par le client. L'objectif, c'est que vous ayez le temps de faire une proposition technique qualitative qui vous convienne, sur laquelle vous serez à l'aise à l'appel d'offres, et ne pas le faire au dernier moment, comme c'est souvent le cas. Donc, ce dispositif qu'on a fait pour un client, je préconise quand même que si vous avez si vous êtes une entreprise structurée et que vous répondez à des appels d'offres assez formalisés, effectivement, c'est quand même important que vous preniez en compte le fait que un rétro-planning, on va dire, communiquer à l'ensemble des parties avec qui est responsable de quoi, qui fait quoi, et on planifie l'ensemble des réunions à l'avance, me paraît quand même très rassurant pour la qualité de votre réponse. François, si tu as un commentaire, est-ce que vous avez un dispositif en fait, de réponse à appel d'offres qui vous permet de ne pas répondre au dernier moment? Est-ce que c'est structuré ou pas chez vous? Forcément, c'est structuré. Après, effectivement, on fait avec la météo. Oui. Après, on fait avec la météo. L'idée, c'est effectivement d'avoir toujours, dans le process de nos commerciaux, un document qui permette effectivement, une fois qu'on est sélectionné, de gagner du temps dans la rédaction en fait d'une pré-soutenance. D'accord. Ok. Alors, là, on est en train de parler de soutenance orale, mais en fait, chaque soutenance est différente. Parce que finalement, vous pouvez être dans des contextes extrêmement différents. Alors, on a essayé de détailler les spécificités dans lesquelles vous pouvez être. Et ça joue effectivement sur ce qu'on va vous dire derrière, parce qu'il va falloir l'adapter au contexte. Donc, il y a des cas de figure différents. Voilà, on a listé certains. Est-ce que vous répondez dans le secteur public ou dans le secteur privé? Donc, les contraintes et les process ne sont pas obligatoirement les mêmes. Est-ce que vous êtes dans le B2B ou dans le B2B2B ou dans le B2B2C? Alors, c'est quoi la différence? C'est que dans le B2B, les gens sur lesquels vous proposez votre solution, ce sont les principaux bénéficiaires de votre solution. Dans le B2B2B ou dans le B2B2C, en fait, votre client a lui-même des clients derrière, qui sont soit des clients internes, soit des clients externes. Et finalement, dans votre démarche, l'enjeu, c'est quel est le bénéfice que votre client direct va pouvoir donner à ses clients directs. Et donc, ça, c'est une partie sur laquelle les gens sont moins sensibilisés, mais c'est important. Par exemple, je prends un cas de figure, mettons vous êtes commercial, automobile, flotte. Ben, vous allez faire une soutenance sur un gestionnaire de parc, mais finalement, ses clients, ça va être les salariés de l'entreprise. Et donc, l'objectif, c'est qu'effectivement, dans votre philosophie, c'est comment mon offre va bénéficier à vos salariés. Autre cas de figure, c'est que vous avez soit une concurrence qui est établie, soit pas de concurrence sur votre réponse. Alors, une concurrence établie, généralement, c'est des appels d'offres assez structurés. C'est-à-dire que globalement, c'est budgété. Il y a un appel d'offres qui est sorti. Plusieurs sociétés sont concernées et elles vont toutes œuvrer l'une contre l'autre. Très bien, classique. L'autre cas de figure, vous n'avez pas de concurrence. C'est-à-dire que vous-même, vous avez eu un prospect, un contact, vous avez fait émerger un besoin que vous avez matérialisé et vous avez une soutenance avec ce prospect par rapport à la proposition que vous avez envisagée. Votre difficulté, c'est qu'en fait, pas de concurrence, c'est pas plus simple. Parce que pour le coup, en général, le projet n'est pas obligatoirement budgété, il n'est pas obligatoirement prioritaire. Donc finalement, votre concurrence, c'est que le projet ne se fera pas. Donc, votre impact, il est aussi important que dans le cas de concurrence. Autre cas de figure, c'est qui vous allez avoir en face. Dans un appel d'offres, on va dire assez formalisé, j'appelle ça un jury, c'est-à-dire que vous allez avoir plusieurs personnes qui ont des fonctions qui sont plutôt différentes, qui sont parfois dans des services différents et qui ont un intérêt différent à sélectionner le prestataire.
Dans le deuxième cas de figure, j'ai mis décideur, c'est soit effectivement vous avez un donneur d'ordre unique, soit globalement, on va vous demander de faire votre soutenance orale lors d'un CODIR, par exemple. Et donc, effectivement, c'est un public qui est plus homogène et qu'il faudra traiter un peu différemment. Dans la même veine, on a dit qu'effectivement, on pourrait avoir plusieurs personnes en face ou une seule personne en face. Et donc, la préparation que vous aurez à la soutenance sera bien différente en fonction de la situation. Et enfin, de votre côté, soit il y a une seule personne qu'on a appelée un commercial qui présente la soutenance, soit vous avez une équipe, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui effectivement sont là pour soutenir l'offre. Et je crois que dans ton cas, François, vous êtes plutôt plusieurs, c'est ça? Nous, on est sur une dimension de service. Donc, service de nettoyage, ça veut dire qu'effectivement, dans une soutenance classique, on va avoir à minima 3 intervenants, en règle générale plutôt 4. Ça va être effectivement le commercial qui prend le lead sur l'explication de son projet, un responsable d'exploitation qui va être l'incarnation du service, et en règle générale un inspecteur qui va être là parce que c'est lui qui, en veut bien présenter sa tête, il sera l'interlocuteur du client au quotidien sur ce projet. Ça peut changer d'une manière importante parce qu'effectivement, parfois, on a des clients qui vont organiser des soutenances pour une flotte de sites. Donc, dans ce cas-là, je ne vais pas ramener 40 inspecteurs, hein, bien évidemment, et on remontera d'un cran et on ira plutôt sur un responsable de service qui sera un responsable d'exploitation, un directeur d'agence ou autre. L'idée dans ce cas-là, c'est qu'il y a plusieurs écueils à véritablement éviter. Première chose, on est très content quand on a passé le premier tour. Effectivement, comme le disait Franck, hein, la première chose, c'est d'abord d'être sélectionné. Donc, ça veut dire qu'on a une offre qui est cohérente et qui a fait l'objet d'une étude, et cette étude a conduit à dire, on veut les voir. Donc, on est là, c'est super. Maintenant, essayer, parce que ce n'est pas forcément le cas, essayer de demander, si ça n'a pas été communiqué, un document de cadrage. Qu'est-ce que j'appelle un document de cadrage? C'est-à-dire de dire, parce qu'une soutenance en mode équipe, c'est une soutenance qui a normalement été faite par un acheteur ou par au moins quelqu'un qui a un process d'achat. Véritablement avoir cette espèce de recette de comment va se passer la soutenance. Un timing, vous avez 1h30. Bon, ça, le temps, on l'a toujours, hein, parce que ça va être un rendez-vous, etc. Mais qu'est-ce qu'on va mettre dans ce temps-là? C'est là où vous devez, au moins le demander, si vous ne l'avez pas. Ça veut dire que de dire bonjour, on est ravi d'être invité à cette soutenance. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les attendus? Est-ce que vous avez une chronologie dans cette soutenance qui nous permettra d'aborder point par point les points forts de notre offre et donc de répondre correctement à vos questions? Est-ce que vous souhaitez ménager un temps de questions-réponses? Est-ce que les choses se feront de manière interactive, etc. En gros, véritablement, dire à l'acheteur, OK, super, on est là, on est ravis d'être là, mais on est des pros. Et comme on est des pros, on veut savoir comment est-ce qu'on va s'organiser. Est-ce que c'est libre ou est-ce qu'il y a quelques figures imposées qu'il faudra respecter? Parfait. Donc, vous avez répondu à l'appel d'offres ou à la demande. Vous avez pris en compte les éléments que je vous donne là. Bonne nouvelle, vous êtes sélectionné pour la soutenance. Donc, la prochaine étape sur laquelle nous, on vous sensibilise, c'est en fait, pour avoir de l'impact, il faut déjà préparer la soutenance. Et donc, on va vous sensibiliser quand même sur certaines choses que nous, on vit. Et François nous dira comment il les vit. La première chose sur laquelle on va sensibiliser, c'est les objections. En fait, vous allez avoir des objections dans la soutenance. C'est pas la peine pour de se cacher. Les objections arriveront toujours. Donc, ce que je préconise, quelle que soit votre situation, c'est qu'en fait, dès le départ, vous listiez tout ce que vous imaginez comme objection et vous essayez d'avoir une réponse. Ce qui fait que globalement, lors de la soutenance, ces objections ne vont pas vous déstabiliser parce que vous y êtes préparé. Deuxième chose, les documents. Vous avez peut-être prévu de projeter quelque chose, un PowerPoint. La facilité, c'est de projeter votre offre technique. Et donc là, moi, je mets un petit warning, c'est qu'en fait, votre offre technique, généralement, elle est volumineuse, elle est assez détaillée, elle est assez écrite. Et en fait, si vous projetez ce document, vous allez avoir une difficulté double. La première, c'est vous avez des gens qui
auront bien lu votre offre et donc ils vont retrouver les mêmes slides. Donc, ça va moins les intéresser parce qu'ils les connaissent. Et puis, vous avez l'autre catégorie, c'est les gens qui n'ont pas lu votre offre parce que ça arrive. Et donc, eux, ils vont bien lire le slide. Sauf que pendant qu'ils lisent le slide, en fait, ils ne vous écoutent pas. Donc, vous n'avez pas d'impact. Troisième difficulté, c'est que votre offre technique, comme elle est très détaillée, elle va être très longue. Et donc, si vous projetez votre offre technique, il n'y a aucune chance que vous teniez le timing qui est imposé par votre client. Donc, notre préconisation, c'est que vous avez fait une offre technique écrite, mais si vous allez à l'oral, faites un autre document beaucoup plus allégé, beaucoup plus graphique et moins écrit, qui vous permet effectivement de soutenir l'attention parce qu'ils seront nouveaux et qui vous permet que, du fait qu'ils ne soient pas écrits, finalement, les gens vont vous écouter. Et donc, votre impact va être augmenté parce qu'ils vous écoutent. Bien sûr. Après, juste petit conseil, parce que ça dépend des formats de soutenance. On peut avoir des soutenances très longues dans lesquelles on va avoir 2 heures, par exemple. Alors, préparer un résumé de son offre, c'est indispensable si on veut avoir de l'impact. Donc ça, c'est pour nous, ça c'est très bien. En revanche, il peut arriver des situations où, on parlait de public tout à l'heure, on parle de grandes sociétés qui ont des process très formalisés et qui vont vous dire un truc qui peut vous mettre en panique, qui en gros, tout ce que vous nous dites aujourd'hui doit être intégré dans votre prochaine copie. Et donc, dans ce cas-là, pas de place pour l'improvisation. Il faut vraiment avoir dans l'équipe projet quelqu'un qui va noter tout ce qui va avoir été dit dans la soutenance. Donc, un script de soutenance, appelons ça comme on veut. Mais sur ces formats-là, quand ce sont des soutenances qui sont très longues, parce que ça ne se verra jamais sur une soutenance qui va faire 1h45 minutes, ou, voilà. Mais si vous voyez des soutenances qui arrivent avec des durées de 2 heures ou ce genre de choses, vous pouvez avoir ce type de choses, principalement avec des intervenants qui vont être soit du gros public, soit du très gros privé, ce qui arrive, des SA, type La Poste ou autres, ou gens comme ça. Et là, dans ce cas-là, prévoyez un backup effectivement, dont le rôle essentiel dans cette soutenance sera de faire éventuellement 1 ou 2 petites interventions, mais surtout de bien noter tout ce qui va avoir été dit et à quel moment on en parle. Parce que sinon, c'est la panique après. Alors, c'est pour ça qu'effectivement, pour revenir au slide précédent, je vais dire que chaque situation nécessite des adaptations par rapport à ce qu'on dit. Voilà, bien sûr. Troisième chose, alors effectivement, si vous n'êtes pas tout seul à présenter la soutenance, c'est extrêmement important que chacun sache qui fait quoi et combien de temps il a pour le faire. Parce que là, c'est vraiment là où vous pouvez perdre de l'impact s'il y a des organisations, si vous ratez le timing. Donc, globalement, c'est si vous avez par exemple 1 heure de soutenance. Alors, le note taker, c'est une bonne idée, mais pour des soutenances de 2 heures, oui, c'est une bonne idée. Non, c'est une remarque de Marie-Roch qui est intéressante, hein, effectivement, avec une bonne IA. Mais bon. Oui, bien sûr. Alors là, effectivement, je parlais aussi dans le cas de soutenance physique, parce que c'est vrai que souvent, nous, c'est le cas de figure qu'on a. Alors, répartition des rôles. Moi, on a tendance, nous, je vous parle de nos expériences, à essayer de faire le timing par rapport au temps qui est imposé. Pourquoi on fait ça aussi? C'est parce que, en fait, dans les soutenances, les clients dépassent rarement du timing. Soit vous êtes dans le cadre du jury et effectivement, en fait, tout le monde est à la suite, donc ils n'ont aucune raison de défavoriser le suivant et de le faire attendre 20 minutes. Donc, quand l'heure est arrivée, si vous n'avez pas fini, vous n'avez pas fini. Dans le cas d'un codir, si on vous donne 30 minutes, c'est 30 minutes de codir et vous ne dépasserez pas non plus. Donc, le timing est important, donc c'est important de l'avoir en tête. Deuxième chose, c'est que dans le timing, si vous avez 1 heure de soutenance, ne faites pas une présentation qui dure 1 heure. Parce que ça veut dire qu'il n'y a plus d'interaction. Donc, votre présentation, quand vous la répétez, elle doit durer 45 minutes. Pourquoi? Parce qu'il y aura le temps de présentation, le tour de table, les questions-réponses, les objections, des discussions sur la fin. Et donc, si vous êtes pris par le temps, en fait, soit vous allez commencer à parler de plus en plus vite pour mettre l'ensemble de vos slides, mais en fait, vous allez couper complètement l'impact avec votre public, soit finalement, une partie de votre présentation, vous n'aurez même pas le temps de la faire. Donc, le timing est hyper important et intégrer l'échange avec le client. Quatrième partie, technologie. Alors, j'ai dit ça a l'air de rien, mais nous, ce qu'on fait toujours, parce que, bon, malheureusement, on a eu des cas de figure, c'est on allume nos PC avant de rentrer dans la salle. Ah oui, mais ça a l'air bête.
Parce que parfois, ben, le PC, il plante. Parfois, vous avez Windows qui vous fait une mise à jour de 15 minutes. Et bien ça, il ne faut pas le découvrir dans la salle de présentation. Donc, en fait, maintenant, on allume toujours notre PC une demi-heure avant pour vérifier que tout va bien. Et quand on est plusieurs, tout le monde a la présentation sur son PC. Ça a l'air de rien, mais franchement, sur le moment, une soutenance, c'est un événementiel. C'est hop, ça marche ou ça ne marche pas. Cinquième point alors là, qui concerne tout le monde, équipe ou vous présentez tout seul, c'est répéter votre présentation. Parce qu'en fait, vous la connaissez intellectuellement, c'est pas pour ça que vous êtes allé sur le fait de la présenter. C'est un peu comme quand on fait des formations de techniques de vente, vous avez des commerciaux qui vont nous dire ah, mes techniques de vente, la mécanique, je la connais par cœur. Très bien. Vas-y, on va faire une mise en situation. Et là, bah, ça bloque. Donc, je sais que c'est un peu chronophage, mais que vous soyez tout seul à présenter ou que vous soyez en équipe, répétez votre présentation. Et vous allez voir qu'au début, bah, intellectuellement, vous la maîtrisez. Et dès que vous parlez, bah, ça bloque un peu. Et donc, bah, à un moment donné, si vous voulez avoir de l'impact, bah, il ne faut pas bégayer, il faut être à l'aise avec votre discours. Et à un moment donné, bah, je suis désolé, mais la préparation, elle est importante. Dernier point qui n'est pas écrit, puisqu'on parle de préparation, c'est la préparation de la soutenance, c'est votre meilleur allié et c'est votre pire ennemi. Pourquoi? C'est parce qu'il y a beaucoup de commerciaux qui ont tellement préparé, c'est qu'en fait, ils sont bloqués et ils vont réciter. Or, en fait, dans la soutenance, il va se passer des choses que vous n'aviez pas prévues. Donc, c'est bien d'avoir la préparation, mais mettez-vous quand même à l'aise sur votre capacité de rebondir et de ne pas réciter votre soutenance. C'est horrible, ça. La lecture de slides, c'est parfois… et alors, quand on est dans le camp de présentation et qu'on voit un de nos collaborateurs qui commence à lire des slides, c'est épouvantable. On a envie de mourir. C'est ça. C'est pas ça qu'on veut voir. On veut quelque chose de fluide, d'agréable. C'est avant tout. C'est pas un exercice de séduction. C'est pas du tout ça. Mais c'est un exercice où on doit être professionnel, où ça doit être fluide, où on doit, en gros, c'est de la présentation. On a déjà vendu un dossier, donc on doit effectivement, on doit être agréable. Et ça, la lecture, c'est pas beau, c'est très moche. Alors, on parle d'impact lors d'une soutenance, mais nous, on l'a vu à deux niveaux. C'est que vous êtes convoqué à une soutenance, c'est très bien, et notre objectif, évidemment, c'est de gagner l'affaire. On va pas se mentir. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que vous la gagnerez pas tout le temps, pour plein de raisons. Soit le client, finalement, il aime bien votre offre, mais pour des raisons X ou Y, il est sécuritaire. Vous êtes un nouvel entrant, il va prendre quelqu'un avec qui il a déjà travaillé. Soit, en fait, vous êtes juste un lièvre parce qu'il avait déjà choisi. Parfois, on le sait, parfois, on ne le sait pas. Et en fait, vous ne pouviez pas gagner, même si vous étiez impactant. Troisième solution, et ça arrive, un de vos concurrents était meilleur que vous. Il était plus impactant. Et donc, on l'a pris. Donc, effectivement, parfois on gagne, parfois on ne gagne pas. Ceci étant, en quoi l'impact est intéressant dans nos métiers qui sont le B2B, hein, surtout parce que nous, on travaille sur des projets immédiats, puis on travaille aussi sur la relation client, c'est que si vous êtes impactant lors d'une présentation, et même si vous ne gagnez pas le projet, c'est qu'est-ce que vous allez laisser comme souvenir à vos interlocuteurs. Et c'est pour ça qu'on a parlé de gagner aujourd'hui, gagner demain. Un projet qui est perdu aujourd'hui, et ça nous est déjà arrivé, ça a pu laisser des souvenirs à un client qui nous a remis sur un appel d'offres ultérieur, qu'on a pu regagner par hasard. Donc, même si on perd, en fait, l'impact que vous avez à la soutenance, c'est ça qui est important parce qu'il peut jouer sur la suite. Dans les métiers de service, en règle générale, on signe des contrats à durée déterminée, il y a de nouvelles consultations. Si l'interlocuteur ne change pas, s'il se souvient de vous parce que vous avez donné une bonne image ou des choses comme ça, vous avez quand même toutes les chances d'y retourner. Et des fois, moi, ça m'est arrivé, parce que ça fait 20 ans que je travaille dans la même société, d'entendre des gens qui étaient des prospects me dire « Ah, si vous êtes toujours là, vous ». Ce qui peut être un peu rigolo. On le retourne le compliment dans ces cas-là, d'ailleurs, effectivement. Dans le B2B, c'est un petit monde. Donc, voilà. C'est bien le court terme, mais pensez aussi au moyen terme. Si vous gagnez aujourd'hui, c'est très bien, mais pensez à gagner demain aussi. On n'est pas dans l'immobilier où un particulier va vendre son terrain une fois. C'est ça. Donc, par rapport effectivement, comment maximiser ses chances de gagner un contrat,
nous, on considère qu'au-delà des compétences, mais il y a deux vertus principales. Un, la discipline, et deux, la passion. En tout cas, celle qu'on est capable de communiquer. Alors, vous avez remarqué qu'il y a des ratios, 80-20, 20-80. Bon, globalement, évidemment, c'est un peu caricatural. On considère que globalement, sur la partie réponse technique écrite en amont, la discipline compte pour 80 et la passion compte pour 20. C'est quoi la passion? C'est votre capacité à avoir des arguments différenciants, une créativité qui peut plaire au client et qui vous fait venir. Par contre, lors de la soutenance orale, ces ratios s'inversent pour nous. C'est-à-dire qu'on passe à 20-80. Les 20, bah, c'est votre capacité effectivement à tenir le timing que vous aviez prévu, votre capacité à répondre aux objections que vous aviez préparées, à répondre aux questions, aux détails sur votre offre technique. Et les 80 de passion, c'est ça. C'est qu'est-ce qui va faire que vous allez donner envie aux clients de travailler avec vous particulièrement. Et ça, c'est important. Pourquoi? Et c'est une mauvaise nouvelle. J'avais hésité, mais je vais la faire quand même. C'est qu'effectivement, une soutenance orale, ben, c'est un match à élimination directe. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la meilleure propale du monde. Si le jour J, vous n'êtes pas dedans, eh ben, vous n'aurez pas une deuxième chance. Donc, l'idée, c'est qu'effectivement, on va travailler là-dessus. C'est à un moment donné, la soutenance, votre offre technique, elle a été perçue comme viable. C'est pour ça que vous êtes en soutenance. C'est qu'est-ce qui va faire que lors de cette soutenance, vous allez donner envie de travailler avec vous, alors que votre concurrent, il a fait une offre technique qui était aussi viable que vous, la vôtre. Partant de ça, tiens, j'avais envie d'illustrer, peut-être que François, tu as un exemple. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir une situation où vous aviez fait une propale qui tenait la route, vous allez en soutenance, et à un moment donné, tu sens que dans la soutenance, ça capote complètement? Alors oui, dans le cadre où, enfin dans le cas, c'est arrivé de nombreuses fois, où on a en gros un des interlocuteurs de la soutenance qui n'a pas lu bien sûr l'offre et qui se réveille en disant ah ben non mais ça me va pas du tout. Donc là il y a, c'est un peu pénible, mais c'est pénible pour les deux camps parce que ça va être pénible pour nous. On dit bah alors on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait là? Puis pour l'acheteur qui a organisé la soutenance, qui va dire ah, comprends pas pourquoi tu dis ça maintenant. Bon, parce que les clients ne sont pas toujours aussi structurés qu'on l'espère. Hein, voilà. Il n'y a pas 50 solutions dans ce cas-là. Bah, il ne faut pas rentrer dans le piège de la renégociation. Alors, si c'est un seul site et que c'est le sujet principal, bon, bah là, il n'y a pas de sujet. C'est-à-dire que si l'erreur elle a été faite pour nous, elle a été faite pour les autres. On ne se démonte pas, on met les mains dans la merde, hein, clairement, et on reprend tout à zéro. C'est-à-dire qu'on dit, OK, bah, on ne va pas la refaire, mais on ne va pas refaire l'offre maintenant, mais du coup, qu'est-ce que vous voulez? Donc, puisque vous découvrez ça maintenant, voilà, on ne va pas faire les petits-enfants. On dit, bah, puisque tu te réveilles maintenant, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui ne va pas dans ce qu'on a fait là? Qu'est-ce qui ne colle pas? Pourquoi ça ne va pas? Et machin. Et autre chose, si c'est juste un site, pour le cas, parce que moi je suis dans le nettoyage, donc on nettoie des sites, donc on peut en avoir un ou on peut en avoir 100. Si c'est 1%, bah, on ne se démonte pas et on dit bah, écoutez, presque désolé, mais vous êtes ce cas-là. Dans ce cas-là, il faut voir avec l'acheteur, vite, très vite pour définir est-ce que c'est une priorité qu'il faut traiter maintenant. Parce que sinon, ce sujet-là est capable de vous flinguer toute votre soutenance. Et d'une scorie, en fait, on peut avoir un énorme problème. Donc là, effectivement, bah, c'est du feeling, mais encore une fois, et ça va être un peu le cœur de cette pré 2-1, plus vous avez préparé, plus vous êtes prêt à, on va dire, affronter une péripétie de cet acabit-là. D'accord. Et alors, toi qui as quand même, tu fais pas mal de soutenance, tu accompagnes tes commerciaux, globalement, quels sont j'aime pas le mot défaut, mais enfin, quelles sont les faiblesses que tu vois le plus fréquemment? Commercial en retard, avec beaucoup de dossiers à traiter et qui, en gros, va se passer d'une préparation, on va dire, résumée, parce que c'est difficile de faire un résumé d'une offre qu'on a mis un certain temps à monter. Donc, choisir, c'est renoncer. Et donc, il y a une fainéantise intellectuelle qui consiste à renoncer le moins possible et à se pointer avec une offre qui est beaucoup trop volumineuse, avec où on va donner trop de détails, on va étouffer, ça va être
ça va être un gros gâteau, il est immangeable et c'est pas fluide, la présentation est pas bonne et le client, on n'achète pas ça, quoi. Il faut se mettre dans la tête que le client, il va être dans une salle de réunion pendant 1 heure et demie ou 2 heures ou 1 heure, des fois ça dépend, qu'on n'est pas tout seul, donc il va en s'en taper 3, 4, etc. Ça, ouais. Et il faut vraiment que celle-là, la base de la base, c'est que ce soit fluide. Ça doit être fluide. Ça doit pas embouteiller, ça doit être bien. Ça veut pas dire que ça va gagner, mais si ça, c'est pas fluide, ça gagnera pas, c'est obligé. Donc, vraiment, la préparation, la fluidité, l'impact. Jamais oublier qu'ils n'ont pas forcément lu le mémoire. Parce que nous, on peut avoir des mémoires qui font 150 pages. Ah oui. Donc, ce n'est pas au client de se rendre compte que notre offre, elle est bonne. C'est à nous de lui expliquer. Et ça, c'est vraiment vital. Et là, c'est le moment. Ça veut dire de dire, regardez. Par exemple, nous, dans notre cas de nettoyage industriel, on peut avoir des taux de l'heure qui sont plus ou moins intéressants. On peut avoir un site à côté qu'on entretient et sur lequel on a des chefs d'équipe qui sont super performants et on dit, bah, regardez, on a des belles synergies à faire avec votre voisin, là, regardez, moi, je vous fais toute la publicité, mais posez-lui la question de savoir comment est-ce qu'on gère votre prestation. Posez-lui la question, c'est notre meilleure publicité. Mais voilà, mais nous, on est là pour vous dire ce qu'on sait faire. Après, vous vous renseignez, il y a les coordonnées, puis c'est votre voisin, donc vous croisez tous les jours. Ah, faut utiliser ces arguments qui sont là et c'est une forme d'impact. Alors, nous aussi, on a essayé de regarder quels sont effectivement ce qu'on constate souvent dans les difficultés en soutenance. Il y en a plusieurs, hein, c'est pas exhaustif bien sûr. Alors, on a mis répondre trop vite, c'est-à-dire qu'effectivement, souvent on répond du tac au tac et c'est pas toujours la bonne méthode parce que notre réponse, elle n'est pas obligatoirement réfléchie. Donc, n'hésitez pas à temporiser. Faites comme les hommes politiques. Vous répondez, mais vous réfléchissez à finalement la réponse à la vraie question. Parce que sinon, en fait, c'est le client qui va prendre la main sur vous. Et comme ils sont plusieurs, si en plus vous répondez du tac au tac à chaque question, à un moment donné, votre réponse, ça ne va pas être bonne. Donc, n'hésitez pas à garder le contrôle, temporiser, respirer, parfois faites reformuler. Vouloir tout dire, voilà, ça c'est la difficulté de la préparation. C'est qu'effectivement, si vous avez mal préparé votre timing, et que vous voyez que votre timing part en vrille, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez juste accélérer votre débit. Et donc, au bout d'un moment, il n'y a plus d'interaction avec votre client. Donc, l'idée, c'est qu'à un moment donné, c'est quels sont les messages clés que je veux faire passer. Et le détail, on n'en parle pas. Parce que finalement, si le client a une question de détail, il vous la posera. Mais une soutenance, ce n'est pas une redite de l'offre technique. Comme disait François, il y a 180 slides. Vous n'allez pas le lire 180 slides. C'est juste pas possible. Choisissez vos combats. C'est de quoi j'ai envie de parler lors de cette soutenance. Donc, François l'a dit, lire les slides, c'est le plus classique. Donc, ne faites pas des slides littéraires. Parce que, de toute façon, vous allez les lire. Parlez technique au lieu de parler en jeu. Et ça, c'est important. C'est qu'en fait, vous allez répondre à une solution, mais dont il y a une finalité derrière. La question, c'est quel est votre positionnement? Est-ce que vous vous positionnez comme un partenaire de votre client et donc vous répondez à ses enjeux, ou est-ce que vous vous positionnez comme un fournisseur de votre client et dans ce cas, vous répondez techniquement. Et l'impact que vous avez n'est pas du tout le même. Donc, ne parlez pas technique, parlez en quoi votre proposition va répondre aux enjeux de votre client. Et les enjeux, en théorie, vous êtes censé les avoir découverts précédemment dans la découverte. Répondre d'avoir compris la question. Alors ça nous arrivait souvent. C'est que parfois, il y a des questions, mais lunaires. Donc, on ne comprend même pas. Soit elle est hors sujet, soit elle n'est pas très claire. Et donc, comme on est pris par le stress, on a tendance à répondre, mais donc forcément complètement à côté. Et en fait, avec un peu d'expérience, si je ne comprends pas la question, j'ai dit à la personne, c'est pas très clair, est-ce que vous pourriez préciser votre question? Mais ne répondez pas à une question où vous ne comprenez pas du tout le sujet, parce que de toute façon, vous allez faire une réponse à côté, vous allez perdre du temps, le client ne va pas comprendre votre réponse, ça va créer un misfit dans la communication. Voilà. Se contredire entre intervenants. Le grand truc, quand on est plusieurs et que c'est mal préparé. Ça signifie que ça a été préparé n'importe comment. C'est totalement mortel. Et c'est pour ça que là, pour le coup, la répétition est très importante et puis l'implication de chaque participant est importante parce qu'effectivement, le client peut avoir une demande à un moment donné par rapport à votre offre. Un va dire ah oui, c'est possible et l'autre va dire non, en fait, c'est pas possible. Ou alors, c'est pas le même prix. Voilà, donc l'idée, c'est qu'en fait,
plus vous êtes en phase en amont, moins vous avez de chances que ça se passe. Parce que finalement, si vous vous contredisez entre plusieurs intervenants, bon, au niveau du client, ça va quand même l'alerter un petit peu sur l'équipe projet qui sera derrière. Sachant que le sujet qui va générer une contradiction, c'est souvent un sujet neuf qui va arriver pendant la soutenance, auquel une surprise, par exemple. On ne se précipite pas pour répondre. Si c'est une information qui est toute neuve, etc., on peut tout à fait dire, bah, écoutez, on va y réfléchir de manière collégiale, hein, parce que moi, je ne vais pas décider pour mes collègues, etc. Donc là, ça vient d'arriver sur le feu. Bah, vous comprendrez bien qu'on ne va surtout pas vous répondre maintenant. Non, et puis alors, ça revient sur la répartition des rôles, puisqu'on parlait de répartition des rôles. L'objection, c'est qu'en fait, si vous êtes plusieurs, sur chaque thématique, vous devez savoir qui répond. Qui est maître de cette thématique et pas les autres. Il n'y en a qu'un qui répond. Ne jamais regarder les décideurs. Alors, oui, parce que parfois, et c'est souvent le cas, en fait, ceux qui présentent, ils sont dans une bulle, en fait. Ils regardent plus le plafond que les interlocuteurs parce qu'ils ont une leçon et en fait, ils récitent leur leçon parce qu'ils ont surpréparé et donc ils ont envie de délivrer ce qu'ils ont à dire. Et donc, ça coupe complètement, enfin, ça crée aucun contact avec les interlocuteurs. Donc, ce qui est important, c'est effectivement, alors ça, c'est une préparation mentale, c'est de se dire, je ne dis pas trop de choses parce que sinon, je vais tomber dans le monologue. Et si je tombe dans le monologue, je crée ma bulle et donc, je coupe le contact. Et après, on le verra sur les impacts. Et deux, c'est la manière de communiquer avec son public. Donc, attention de ne pas tomber dans le système de mon job et de réciter ce que j'ai prévu de dire. Parce que ça, c'est le drame. Et pourquoi? C'est parce que dans les faits, votre offre, a priori, si vous êtes là, c'est que techniquement, elle est peut-être perfectible, mais elle est viable. Donc, en soutenance, ils ne sont pas là pour valider la pertinence de votre offre. Ils peuvent demander des détails. Mais en fait, c'est de se dire avec qui on va travailler. Et donc, les questions qui ne vous diront pas, mais qui se posent vraiment, c'est les gens qui sont en face de nous, est-ce qu'on peut leur faire confiance sur le fait qu'ils vont faire ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils vont tenir leurs engagements, que ce soit en termes de délai, d'expertise, de mise en œuvre, ça dépend ce que vous vendez. 3, on sait que chaque projet, à un moment donné, peut y avoir des impondérables, des imprévus. Est-ce que les gens que j'ai en face de moi, ils me rassurent suffisamment pour se dire ils vont gérer cette crise? Est-ce qu'ils ont du leadership? C'est quoi le leadership? C'est votre capacité à tenir ce que vous avez dit. Quand je dis tenir, c'est parfois aller solliciter le client parce que les délais dérapent, des choses ne se font pas comme c'était prévu et vous allez prendre un peu le lead pour que ça avance tel que vous l'avez vendu. Parce que parfois, le client lui-même n'est pas parfait. Hein. Donc, est-ce qu'eux-mêmes vont tenir le projet? Et puis, il y a une partie aussi humaine. Est-ce qu'on a envie de travailler avec ces gens-là? Et ça, on ne peut pas l'enlever. Donc, ce qui est important, et alors pour moi, c'est vital, mais François, tu nous donneras ton avis, c'est qu'en fait, si les gens qui sont à la soutenance ne sont pas du tout les gens qui seront sur la mission derrière, là, vous allez perdre des points. Parce qu'ils ont besoin de savoir que, ces gens-là, vous me promettez quelque chose, mais je sais que c'est vous qui allez le faire, ou qui allez le piloter, peu importe. Et donc, ça va partir extrêmement mal, effectivement, si jamais ce ne sont pas les gens. On peut marquer des points, effectivement, sur des projets en disant, voilà, on a effectivement un collaborateur qu'on sent bien sur ce projet, qui est extrêmement motivé, sur lequel on a eu le temps, effectivement, de lui dépeindre la situation. Ça peut être un hôtel, ça peut être une industrie, ça peut être un truc comme ça. C'est parce que on met des CV dans les, on met des CV dans les projets, mais en règle générale, personne ne se contente d'un CV, ça passe par un entretien. Voilà, c'est l'heure, c'est le moment. C'est le moment, le garçon ou la fille est là. Alors, ça peut être approximatif, ça peut ne pas du tout être leur métier, c'est pas grave. Mais au moins, ils voient leur tronche, ils disent, voilà, vous avez fait ci, vous avez fait ça, vous machin. Et alors après, c'est à nous aussi, dans ce rôle-là, de le mettre en valeur. Ça veut dire d'introduire le propos, de bien avoir travaillé avec lui, de ne pas être trop exigeant, parce que si on les stresse trop, on va avoir le contraire de ce qu'on escompte, mais de leur dire, tu t'inquiètes pas, tu dis ce que tu sais faire, si jamais ça dérape un peu, je suis là pour expliquer, d'en faire le moins possible, mais effectivement, ça, c'est impactant. C'est d'arriver avec dans le cas du service, parce que moi, je vends du service, d'arriver effectivement avec la personne concernée, de dire, voilà, cette personne-là, son pédigré, c'est ça, ça, ça et ça. Il y a effectivement, votre projet l'intéresse.
Alors, sur la manière dont on peut structurer enfin, les différents impacts, après tu me dis quand tu peux partir. Ouais. Parce que François a une soutenance juste après. Pour ça, donc Alors, il pourra nous quitter. alors, pour le coup, c'est une soutenance financière. C'est-à-dire qu'on a déjà fait la soutenance technique. D'accord. C'est une soutenance qui est déjà technique. Donc là, ça ressemble un petit peu à celle-là. Et maintenant, c'est une soutenance financière. On a passé le côté technique. L'offre a été validée techniquement. Donc maintenant, on va parler argent. D'accord, bon, très bien. Alors, l'impact. Je vais y aller d'ailleurs parce qu'il est 46. Oui, vas-y, ta soutenance, c'est bientôt. Bon, merci François. Merci beaucoup à tous pour votre attention. Bonne soutenance, et puis j'espère que tu vas gagner. Merci beaucoup. Alors, voilà, il nous reste quelques minutes, on dépasse un peu, mais on n'ira pas, on vous mettra pas trop en retard. Donc, alors, les impacts, on peut une fois qu'on a vu toute la partie technique, il y a aussi votre prestation d'une certaine manière. Donc, voilà, nous, on a défini ça entre trois catégories. L'impact physique. Alors, l'impact physique, c'est quoi? C'est qu'en fait, globalement, souvent, vous allez dans une salle chez le client, il y a éventuellement une personne, un jury, ils vous mettent dans un coin, vous branchez votre PC, il y a peut-être un écran, et voilà, on vous demande de faire votre soutenance. C'est comment vous prenez un peu le lead sur la pièce. Et donc, nous, on a testé plusieurs choses. C'est qu'effectivement, si on reste derrière l'ordinateur et qu'on ne bouge pas, en fait, à un moment donné, même le verbal, il est fortement diminué. Donc maintenant, même si le client ne nous le demande pas, on tente, par exemple, de se lever. C'est-à-dire qu'on fait une présentation, et donc qui que ce soit qui présente, en fait, il se lève, il va bouger, il va se rapprocher des gens. Parce que souvent, dans une soutenance, notamment les soutenances à la suite, bah, les gens, ils sont à moitié du temps sur leur PC en train de faire leur mail. Et donc, en fait, si vous n'écoutez pas, si vous ne regardez pas, de toute façon, l'impact est limité. Quand vous êtes debout et que vous bougez, en général, vous captez un peu plus leur attention. Donc, dans la mesure du possible, quelle que soit la situation, si vous pouvez vous lever, même si le client ne vous le demande pas, faites-le. Si vous avez un paperboard, utilisez-le. Enfin, tout ce qui peut, évidemment, l'étonner un peu, ça va jouer. Si ce n'est pas possible, bah, faites des mouvements. Enfin, l'idée, c'est en fait, le stress, déjà, vous le perdez si vous le transformez en énergie physique. Donc, soit vous vous levez, soit vous faites des mouvements pour illustrer ce que vous dites. Ça, c'est le premier impact qui peut jouer. Deuxième impact, c'est l'impact verbal, c'est ce que vous dites. Alors, la principale difficulté que moi je vois en soutenance, c'est les phrases à rallonge. C'est-à-dire que le commercial, en tout cas la personne qui présente, elle va faire une phrase où il y a 3 idées dedans. Donc, de toute façon, le client, il va être perdu parce que 3 idées dans la même phrase, soit il écoute rien, soit il retient que la dernière. Donc, forcez-vous à faire des phrases avec une seule idée. Donc, des phrases plus courtes. Deuxième chose, c'est pas toujours facile parce que vous connaissez pas tous vos interlocuteurs. Dans certains cas, vous pouvez les connaître. C'est ce que vous dites doit être en phase avec l'univers de la personne auquel vous parlez. Donc, soit vous connaissez la personne, si je reprends le système du disque, pour ceux qui connaissent, parlez-lui dans son univers, soit vous ne connaissez pas la personne, donc là c'est plus compliqué. Référez-vous, on va dire, à sa fonction, et c'est pour ça que le tour de table il est très intéressant pour vous, c'est savoir qui est dans quel service et qui fait quoi. Dans certains cas, vous direz, tiens, cette personne, elle est plus attentive aux détails, et dans d'autres cas, cette personne est plus attentive à ce que je vulgarise, on va dire, mon discours. Et donc ça, c'est important qu'effectivement, vous arriviez au cours de la soutenance à sentir un petit peu qui fonctionne comment et comment je lui parle. Voilà, donc ça c'est la partie verbale et puis la partie vocale. Et donc là on parlait de passion. Bah, c'est ça la passion, c'est la partie vocale. C'est-à-dire que souvent, si on a trop préparé et qu'on récite, eh ben, on a tendance à avoir une voix monocorde qui va endormir la moitié de vos participants et ceux qui sont sur leur PC, de toute façon, ils ne lèveront pas la tête. Et donc, nous, ce qu'on vous conseille, c'est effectivement de jouer sur la voix. C'est-à-dire que vous n'avez pas le même débit tout le temps. Vous n'avez pas la même intensité. Parfois, vous allez parler vite. Parfois, vous allez parler doucement. Parfois, vous allez faire un silence qui peut même étonner les gens parce qu'ils ne vous entendent plus pendant 2 secondes. Donc, jouez vraiment sur votre voix. En fait,
vous devez donner un rythme à votre soutenance. Voilà. Au-delà de ce que vous dites, vous devez donner un rythme. L'idée, c'est qu'effectivement, votre public, vous devez, voilà, vous devez le captiver, en fait, d'une certaine manière, et qu'il ait envie de vous écouter. Au-delà, évidemment, de la pertinence de votre discours. Et enfin, dernière chose qu'on vous donne, alors ça, c'est des retours d'expérience de ce qu'on a vécu. Ma préconisation, c'est prenez le contrôle sur la soutenance. Parce que souvent, le client, limite, si vous lui laissez faire, il va vous dire, bon, écoutez, présentez et tout. Et en fait, on se met en position basse. Non, non, vous arrivez, vous dites, bon, alors, voilà, on a 1 heure. Moi, je vous propose ça, 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 ça. Question-réponse, est-ce que vous préférez les faire en live? Est-ce qu'on les garde pour la fin? Au final, vous imposez pas, mais vous imposez le fait que vous prenez le contrôle sur le timing et sur les thématiques. En général, les clients, d'ailleurs, sont pas pénibles, hein, mais au moins, voilà, c'est vous qui avez pris le contrôle. Et donc, vous vous sentez déjà plus à l'aise parce qu'on ne peut pas avoir de l'impact si on est stressé. Donc, ça, c'est le premier conseil que je vous donne. Deuxième conseil, soyez disruptif sur ce que vous allez présenter. Votre propale technique, le client, en fait, il l'a déjà eu. Il la connaît. Donc, si c'est pour la réciter, en fait, ça ne va pas du tout avoir d'impact. Donc, l'idée, c'est trouver quelque chose de nouveau qui n'est pas sur votre propale. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être lié à de la pédagogie. Je sais pas, vous mettez une vidéo, vous créez un nouveau slide, vous faites une prestation, vous faites une mise en situation, ça dépend des cas. Peu importe, ou je sais pas si vous avez présenté de CV de candidat, vous changez la structure du CV, donc il ne la voit pas de la même manière. En fait, ayez quelque chose qui est nouveau et qui attire la curiosité de votre client. C'est ce qui permet de garder l'attention. Troisième chose, puisqu'on parle de prendre le contrôle, alors ça c'est plus compliqué et il faut le faire avec un peu d'expérience. N'hésitez pas à déstabiliser votre client, surtout si parfois il vous fait des fausses objections. Parce que dans le public, vous allez avoir des gens qui ne sont pas obligatoirement contre vous, donc ils vont vous donner des arguments, demander des choses qui sont complètement hors sujet. Et on a tendance à vouloir répondre alors que finalement, il n'y a pas de bonne réponse. On va se faire avoir. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, parfois, il faut savoir un peu relancer le client, quitte à le déstabiliser, juste pour montrer que non, je ne me laisse pas faire surtout. Voilà. Et donc, ça vous donne aussi, d'une certaine manière, l'image d'un interlocuteur de bon niveau. Donc, quatrième chose, on a écrit mon client ce héros. Dans la soutenance, vous allez raconter l'histoire. Mais si votre histoire, c'est moi le meilleur du monde, non, c'est pas vous le héros de l'histoire. C'est la personne qui est en face de vous. Donc, en fait, dans votre histoire, c'est comment vous arrivez à matérialiser ou les personnes en face de vous, le fait de travailler avec vous, ça va lui donner quelque chose de mieux. Soit parce que le projet va se faire, il y aura les félicitations de son supérieur, soit parce que ça va être sympa de travailler avec vous. Mais globalement, le héros de l'histoire, c'est lui. Donc, c'est pas moi, je suis le meilleur, c'est si on travaille ensemble, voilà ce que je vais t'apporter. Donc, n'oubliez pas que dans l'histoire, c'est lui le héros, c'est pas vous. Engagez votre client. Alors, ça, c'est une technique aussi. C'est quand on parle du projet ou des étapes de ce que vous allez faire, on commence à employer le nous. C'est-à-dire, en gros, c'est un peu acquis. On va travailler ensemble. Donc, on peut commencer à parler à la première personne du pluriel parce que voilà, nous. Donc, l'idée, c'est que ça commence psychologiquement à l'engager sur le fait que vous travaillez ensemble. Puis d'ailleurs, vous voyez comment il réagit quand vous fonctionnez comme ça. Autre étape, alors qui a l'air contradictoire, mais qui ne l'est pas, c'est le fameux moi-je. Ça, c'est moi-je suis là. Je suis votre interlocuteur. S'il y a un problème, je suis là. Et je suis votre interlocuteur principal, unique, et vous pouvez compter sur moi. Et donc, effectivement, c'est pour ça que c'est mieux que dans la soutenance, il y ait quelqu'un qui soit d'une certaine manière dans ce que vous allez vendre, parce que ça joue un peu. Et l'idée, c'est je suis votre interlocuteur, et s'il y a quoi que ce soit, c'est moi qui gère. Voilà. Après, vous pouvez gérer avec d'autres équipes, peu importe, mais c'est vous qui êtes. Vous dites au client, tu peux me faire confiance, je gère. Autre point, puisqu'on a parlé de la propale technique, François disait qu'il y avait effectivement parfois 180 slides. Vous avez un timing, choisissez vos combats. Et on le dit en technique de vente, trop d'arguments tuent l'argument. C'est globalement dans ce que vous présentez à votre client, qu'est-ce qui vous paraît le plus différenciant ou qui vous donne, je dirais, un avantage compétitif sur le projet par rapport à la concurrence.
Et en fait, vous choisissez 3 arguments et vous tapez là-dessus. C'est pas la peine de tout énoncer parce que parfois, vous allez, dans votre proposition, vous allez avoir des choses, je dirais, un peu classiques que les autres ont. C'est pas différenciant. Ça n'impactera pas. Choisissez vos combats. Si le client il a une question technique sur un détail, il vous la posera. Mais vous, dans votre préparation, c'est je choisis mes points forts et toute ma présentation ne se fait que sur mes points forts. Et enfin, bon, dernière chose, de projeter votre interlocuteur, c'est qu'effectivement, ne serait-ce que par rapport au rétro-planning que vous dites, l'idée, c'est qu'il arrive à visualiser comment ça va se passer dans 15 jours, dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, qui voit les choses et à la fois ça le rassure, ça le projette. Bah, parfois, ça l'excite parce qu'il voit les choses. Et donc, l'idée, c'est que votre capacité à faire un peu de storytelling sur votre offre. Voilà, si vous parlez purement des caractéristiques, on revient à la partie technique qu'on disait, vous êtes un fournisseur. Non, non, vous le projetez sur ses enjeux. Et donc, votre storytelling, c'est sur les enjeux du client et éventuellement ses clients à lui. Voilà, voilà, on est un peu dépassé, voilà, on s'est emporté, voilà. Voilà ce qu'on avait un peu prévu, quoi. Voilà, d'échanger avec vous. On va vous libérer aussi parce que j'imagine que certains d'entre vous ont peut-être des réunions qui vont commencer à 14 heures. N'hésitez pas voilà, à nous faire un feedback. Tiens, tu peux le slide suivant. Si vous voulez des choses complémentaires, moi je peux vous répondre. Voilà, vous avez mon mail. Normalement, d'ailleurs, vous devrez recevoir peut-être un retour. Vous aurez aussi, je pense, un mail qui va vous être envoyé pour le replay. Voilà, si vous voulez revoir ça à tête reposée. Voilà, donc nous, on est à votre disposition. Vous avez nos coordonnées. Si le sujet vous a intéressé, eh ben, on en est très content. Si on a pu vous donner quelques clés, ça nous fait très plaisir. Si vous avez un projet sur lequel vous souhaitez pouvoir échanger un petit peu plus avec nous, vous avez mes coordonnées. Donc, pas de souci. En tout cas, merci à vous d'avoir assisté à ce webinaire. Et puis, on vous souhaite une bonne après-midi.